Merci d'avoir choisi l'émission Coach dans l'âme. Je suis Nadine Beaupré et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Pellerin, qui est présidente de Talinco et membre des conseils d'administration de l'Association des femmes en finance Québec et Oxfam Québec. Alors, bienvenue Lucie à l'émission. Merci. Bonjour Nadine. Alors, ce matin, on a choisi le thème de comment réussir son entrevue grâce à l'intelligence émotionnelle. Et puis avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité de te présenter et puis que les gens puissent mieux connaître ton cheminement et puis ce que tu as à parler sur le sujet. Oui, donc effectivement, je pense que c'est important de faire une introduction avec mon cheminement de carrière parce que c'est très relié en fait à l'intelligence émotionnelle. Mon parcours est plutôt atypique. Donc, à travers le parcours que j'ai eu, je vais pouvoir justement parler des différentes composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, moi, je suis CPA-CA, donc comptable de formation, et j'ai travaillé en cabinet comptable en début de carrière, donc pendant 3 ans, pour ensuite faire le saut en grande entreprise publique pendant 10 ans. Donc, c'est mon parcours en comptabilité finance. Et durant ces 10 ans-là, j'ai eu la chance d'œuvrer au sein de 4 postes différents. Et à travers cette évolution-là, j'ai, sans m'en rendre compte, utilisé en fait des composantes de l'intelligence émotionnelle du fait que j'ai dû avoir à faire le bilan de mes points forts, mes points faibles. Et c'est une des composantes qui est la perception de soi. Donc, j'ai fait ça, en fait, à 4 reprises, puisque j'ai évolué à 4 postes différents. Et j'ai naturellement tenté d'aller vers ce qui était les points forts et donc les talents. Alors, j'ai évolué après 10 ans dans cette entreprise-là, pour ensuite faire un bilan encore et me diriger plus vers le relationnel, donc, qui est une des composantes, justement, une deuxième composante, qui est les relations humaines, qui demande d'avoir l'écoute, l'empathie et naturellement l'implication sociale aussi. Donc, j'ai décidé d'aller faire la consultation au niveau d'une acquisition d'une entreprise. Donc, ça m'amenait à un autre rôle qui est un rôle beaucoup plus d'intégrateur, où j'avais une certaine affirmation de moi à faire aussi dans mes convictions, mes valeurs, et d'amener les gens aussi à performer au niveau de leur talent. Donc, j'ai participé à cette acquisition d'entreprise-là, qui devait être un mandat de 6 mois, qui a duré 3 ans. Et à travers ce mandat-là, j'ai appris plein de choses sur moi et j'ai aussi utilisé des aptitudes que j'ai eu à développer encore mieux, qui étaient en fait beaucoup au niveau de la prise de décision, qui parfois demandent naturellement d'avoir une bonne connaissance des faits, de la réalité, et de pouvoir être axé sur en mode solution beaucoup, là, résolution de problèmes. Donc, ça a été très, je dirais, intense, cette période-là, parce qu'on devait naturellement amener les gens d'une petite entreprise à être intégrés dans une grande entreprise. Donc, au-delà du volet comptabilité-finance, il y avait le facteur humain qui était très important. La gestion du capital humain, tout ce qui était le volet communication également qui est important. Et ça, c'est majeur dans un contexte comme celui-là et les gestionnaires doivent avoir ces qualités-là pour pouvoir être en mesure de rendre ce genre d'intégration-là un succès vraiment. C'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile et à travers tout ça, il y a eu naturellement des enjeux. Donc, beaucoup de gestion du stress pour moi-même et pour l'équipe. Et ça aussi, c'est une autre des aptitudes qu'on recherche habituellement et qui doit être bien valorisée, identifiée au niveau de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est un peu là que ma carrière, je dirais, comptabilité-finance a pris fin. Après ce mandat-là que j'ai adoré, j'ai fait un bilan et encore une fois, les forces étaient très dans le relationnel. Gestion de capital humain, compréhension aussi des comportements, optimisation des talents. Donc, j'ai fait le saut en recrutement. Et ça a été une décision majeure pour moi parce que ça allait à contre-courant, mais complètement de tout ce que j'avais vécu au niveau de la comptabilité finance et surtout de la communauté financière aussi. Donc, ça a été une prise de décision qui m'a amenée à peut-être utiliser le volet affirmation de soi un peu plus
de façon un peu plus marquée parce que j'ai dû communiquer, prendre le temps d'aller vraiment avec mes convictions, mes valeurs et de pouvoir le partager à mes collègues qui demeuraient des gens avec qui je voulais travailler, des alliés. Il fallait à quelque part que je les convainque aussi, autant que j'étais convaincue, il fallait que j'arrive à les convaincre que c'était le bon choix pour moi. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup au niveau de la gestion de carrière. Il y a des tournants comme ça et les candidats ne savent pas trop comment approcher cet angle-là et comment le communiquer. Donc, autant en entreprise donc, que pour la gestion de sa propre carrière, c'est important de pouvoir avoir cette forme de communication-là. Donc, je suis allée faire du recrutement. Je suis dans le recrutement depuis 10 ans. Donc, 10 dernières années, recrutement, finance, comptabilité, parce que je voulais capitaliser sur mon expérience passée. Je pense que ça, c'est important et c'est stratégique de pouvoir capitaliser sur l'expérience et les forces techniques pour pouvoir amener le volet relationnel qui était très fort chez moi aussi. Donc, je pense que j'ai bien ciblé là-dessus aussi. Et j'ai parti mon propre cabinet il y a 2 ans et demi. Donc, ça a été Talinco, qui est mon propre cabinet, qui m'a amené à me sortir encore une fois de ma zone de confort. Parce que si on m'avait demandé il y a 10 ans, est-ce que tu es un entrepreneur dans l'âme, j'aurais dit non. Je ne suis pas une entrepreneur, je suis une bonne deuxième. Et puis finalement, j'ai réalisé à travers mon cheminement et probablement des compétences émotionnelles que j'avais cette capacité-là finalement, et que j'avais cette volonté-là aussi. Et j'étais rendue là dans ma carrière. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai eu, qui m'a amené à développer beaucoup d'aptitudes et de les comprendre aussi à travers mon travail. C'est important aussi là, de les prendre en considération dans le cadre de mes entrevues avec les candidats et de mes rencontres avec les clients également. Et le fait que tu l'as vécu par toi-même et que là, tu rencontres des gens justement qui appliquent sur des postes de gestion, des fois à très haut niveau, puis que tu as besoin de faire le match entre un candidat et ce qu'un employeur recherche. Oui. Tes observations dans ce que habituellement tu aimerais voir en entrevue puis que parfois fait défaut. Donc, souvent, ce qu'on voit en entrevue, c'est que les candidats ont tendance à discuter de leur parcours sans vraiment mettre l'emphase sur ce qui est important pour le rôle. Alors, l'entrevue se déroule et c'est plus une discussion, ou pas tellement une discussion, en fait, c'est beaucoup plus un monologue qui dit un peu son parcours sans vraiment prendre le temps d'identifier à l'avance, naturellement, de se préparer pour mettre de l'avant l'expérience pertinente et les réalisations. Alors, c'est sûr que c'est ce que je fais avec les candidats. En fonction du poste qu'on a comblé. Un, pour m'assurer que est-ce que c'est le bon candidat en partant, et ensuite, c'est pour pouvoir lui permettre de bien se promouvoir en entrevue. Les candidats, ils ont 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, dépendamment des niveaux. Les niveaux seniors, on prend un peu plus de temps. C'est important de bien se positionner. Et ce que j'ai réalisé également, malheureusement, c'est que souvent, au niveau des candidates féminines, il y a un manque d'assurance parfois. Et moins de facilité, en fait, à se promouvoir. Donc, je travaille beaucoup là-dessus également. À compétences égales, j'aime bien pouvoir aider les candidates féminines à pouvoir se démarquer. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est d'avoir un fil conducteur avec le rôle et de pouvoir se démarquer par rapport à d'autres candidats. Parce qu'au niveau technique, souvent, les candidats ont les bonnes expériences, mais c'est au niveau relationnel, donc l'intelligence émotionnelle qui vient entrer en ligne de compte beaucoup dans le choix des candidats. Et puis, qu'est-ce que tu remarques qui est un atout, justement, chez un candidat quand il fait preuve de résilience ou, justement, qui fait la démonstration dans l'action de ces compétences-là en intelligence émotionnelle? Donc, la résilience, en fait, c'est un phénomène très, très important et je dois dire que moi, dans ma carrière, ça a été des forces qui ont été identifiées au départ. Et à ce moment-là, je n'étais pas trop consciente de c'était vraiment quoi la résilience. Au fil du temps, puis à force de me documenter là-dessus, j'ai compris c'était quoi. Donc, la résilience, c'est d'être très positif, d'être très persévérant et d'être en mode solution, comme je dirais, rapidement. C'est de passer à la prochaine étape rapidement et pas de rester dans le choc de l'annonce, si c'est une annonce, ou dans le volet plus, je dirais, négatif. C'est vraiment de passer dans un mode très positif rapidement, d'être en mode solution et très créatif. Alors, chez les candidats, ce qu'on recherche, c'est ces attributs-là.
et souvent, on ne veut pas nécessairement juste qu'ils nous les disent, on veut qu'ils nous les démontrent par des réalisations. Alors, concrètement, explique-moi, quand tu me dis que tu es résilient, dans quelle mesure tu as été résilient et qu'est-ce que ça t'a amené comme succès? Ou pas, parce que des fois, il y a eu un manque de résilience et c'est après coup les gens ont réalisé ça. Donc, la résilience, ça démontre un leadership aussi pour le client. C'est important d'aller chercher ces gens-là qui vont être capables de s'adapter. Ce qu'on voit beaucoup en entreprise, et tu dois le voir toi aussi d'ailleurs, les entreprises sont en grand changement de façon constante et de façon continuelle. Donc, c'est important d'avoir des candidats et des gens qui sont capables de s'adapter rapidement et de voir les options de solutions à des problèmes et d'arriver même à des recommandations qui peuvent aller au-delà de la résolution de problèmes, qui peuvent amener plus à l'entreprise. Donc, c'est très important. Et comment tu prépares justement les employeurs aussi à faire une plus grande place pour ces aptitudes-là d'intelligence émotionnelle? Parce que souvent, on accorde davantage d'importance au quotient intellectuel, puis bon, tu viens d'un domaine financier, etc., où est-ce qu'on est très rationnel, analytique, et toutes ces qualités-là sont essentielles. Et en même temps, tu as un rôle aussi d'influence auprès des employeurs pour pouvoir considérer certaines aptitudes qui ne sont pas nécessairement noir sur blanc, et qui sont essentielles à la réussite, là, justement, d'un bon jumelage entre un candidat et l'employeur. Oui. Effectivement, ça, c'est la clé d'un bon recrutement, parce qu'on sait que le recrutement, à la base, s'il est mal fait, ça coûte cher aux entreprises et ça coûte aussi du temps aux candidats. C'est une carrière qu'on gère. C'est 8 heures de travail par jour, alors il faut être au bon poste et dans la bonne entreprise, et pour le candidat et pour le client, pour maximiser le potentiel. Donc, moi, je dirais aux employeurs, clairement, c'est d'identifier vraiment, au-delà du rôle technique, donc des expériences plus financières et comptables, là, si je prends l'exemple d'un rôle de CFO, c'est d'établir les critères recherchés pour faire que l'équipe va être une équipe performante. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'établis la cartographie organisationnelle du département à la base. Donc, je déborde du rôle de recrutement pur. C'est un rôle conseil. Je pense que c'est important de le prendre ce temps-là, qui n'est pas nécessairement long, mais qui fait toute la différence dans l'identification des talents qu'on a présentement. Et la raison du recrutement, est-ce que c'est un nouveau rôle? Est-ce que c'est un remplacement? Pourquoi la personne a quitté? Ça me donne beaucoup d'informations, savoir la dynamique dans le groupe et l'objectif nécessairement du département et de l'entreprise. Identifier les talents à l'interne et après ça, de voir où est le manque. Il y a des gens qui sont plus forts dans certains niveaux d'intelligence émotionnelle, alors il faut aller complémenter en fonction de ce qu'on recherche pour rehausser le niveau de l'équipe, parce que c'est l'objectif ultime, c'est ça. C'est des équipes finances qui supportent toutes les opérations. Donc, je dirais à l'employeur, c'est vraiment de prendre le temps d'identifier ces éléments clés-là qui sont beaucoup plus reliés à l'intelligence émotionnelle et d'arriver avec des mises en situation, de demander des réalisations, de demander de donner des exemples concrets, puis de non pas s'attarder à la réponse, mais de creuser un peu plus profondément pour que la personne puisse expliquer, parce qu'avec ces explications, ils vont arriver à donner beaucoup plus d'informations qui est reliée à les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est important de prendre au moins 50 du temps d'entrevue sur ces éléments-là. Et oui, de passer sur le volet technique, mais le volet aptitude émotionnelle est très important. J'imagine que, outre le canevas d'entrevue, quand tu dis que tu fais de la cartographie puis que tu dis que tu vas plus loin, même dans ton offre de service, c'est ce qui te distingue aussi dans ton domaine d'activité. C'est-à-dire que, outre que juste prendre une commande de recrutement, faire le travail qui est associé à ce type de recherche-là de candidats ou de potentiels talents, tu offres plus que ça et dans le fond, c'est ta distinction, puis tu l'as basé aussi sur les attitudes émotionnelles. Oui, effectivement. Là, moi, c'est sûr que mon modèle est un peu différent du recrutement standard et c'est souvent ce qu'on me dit et c'est parfait, c'est exactement ce que je veux accomplir. Je pense que là-dessus, c'est assez mission accomplie, là, les commentaires que j'ai. Alors moi, c'est vraiment un service conseil d'accompagnement. Oui, c'est du recrutement ultimement, mais je veux comprendre le contexte puis je veux amener ma connaissance du marché à plus que juste le recrutement standard, de regarder un CV, de présenter des candidats, de m'assurer de coordonner les entrevues. C'est vraiment de pouvoir identifier le besoin réel
Et ça m'est arrivé, Nadine, de dire aux clients que finalement, il n'y avait pas besoin de recruter un VP Finance. Il avait besoin de coacher la personne qui était en place. Et c'est là que moi, mon expérience et le réseau que j'ai bâti sert également, non pas juste pour l'identification de candidats, mais également pour la mise en contact d'autres professionnels. Exemple, dans ce cas-là, c'était, je pense, judicieux de coacher le VP qui y avait en poste avant de penser à le remplacer. Et c'est avec un spécialiste comme toi, un coach, qui a été mis en contact et que j'ai sélectionné naturellement selon mes critères pour accompagner le client dans ce projet-là. Et ça a été un succès. Donc, c'est vraiment plus un service conseil. Alors, oui, je n'ai pas eu à combler un mandat, mais à quelque part, j'ai aidé beaucoup plus le client de cette façon-là. Et ça m'est arrivé du côté candidat de dire au candidat de ne pas accepter l'offre que j'avais, d'accepter une autre offre. Parce que dans sa carrière, cette personne était rendue à ce point-là et il y avait trop d'éléments contraignants dans ce que j'avais, moi, comme proposition. Donc, oui, ça me distingue du point de vue où j'ai une objectivité dans mon approche, beaucoup. Et je pense qu'il y a le volet relationnel qui est très, très fort. Donc, c'est le talent là, que j'ai identifié tout au long de ma carrière que j'utilise vraiment présentement au maximum. Là. Puis, outre ça, dans ton domaine, je sais que tu es une agente d'influence pour justement amener ce domaine-là du recrutement ailleurs, puis à adopter des façons de faire qui sont innovantes, puis de penser autrement. Donc, oui. Tu t'impliques comment? Je m'implique beaucoup au niveau des associations de femmes ou caritatives aussi. J'ai aussi d'autres belles idées. Alors, j'ai mon côté créatif qui est très mis à profit dans l'optique de pouvoir développer le domaine du recrutement beaucoup plus, avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus collé aux besoins maintenant des clients, des candidats. Donc, le domaine du recrutement est en grand changement, que ce soit au niveau technologique ou autre. Je pense qu'il faut s'adapter. Et c'est dans la créativité qu'on va y arriver. L'écoute aussi. Une des composantes de l'intelligence émotionnelle, c'est la communication, mais c'est d'avoir l'empathie, d'écouter aussi le relationnel. Et moi, je suis une personne qui écoute quand même beaucoup, même si j'ai l'air de parler plus que j'écoute présentement. Mais j'écoute quand même beaucoup les clients, les candidats. Et ce que je fais avec ces informations-là, c'est toujours de me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça de plus que juste le recrutement. Donc, c'est pour cette raison-là que je m'implique dans des associations pour comprendre les besoins au niveau communauté aussi, communauté d'affaires, puis communauté aussi sociale. Oui. C'est une aptitude qui est très présente chez toi, la responsabilité sociale, qui fait partie d'une des aptitudes là, de l'intelligence émotionnelle, puis tu l'exprimes très, très bien dans le concret, puis tu le fais vivre alentour de toi. Donc, félicitations, outre d'être une femme d'affaires, de t'impliquer là, de cette façon-là pour justement que la communauté puisse en bénéficier. Puis toi aussi, tu t'enrichis à travers ce partenariat-là parce qu'effectivement, tu te rends accessible pour qu'est-ce que les gens ont besoin et puis tu peux être inspirante aussi pour les gens puis de prendre des meilleures décisions en lien avec leur carrière. Donc, c'est très généreux de ta part de faire ça en plus que d'avoir ta propre business. Oui, c'est très valorisant en fait. C'est vraiment d'utiliser toutes les ressources pour aider le plus de monde possible et de différentes façons. Je pense que c'est très valorisant, en fait. Puis le fait que tu as démarré ton entreprise, ça fait déjà 10 ans. Donc, oui, tu as eu à différents moments dans ta carrière des moments où tu as pris du recul, de réflexion. Et là où tu en es rendu présentement, tu es aussi dans cette période-là de recul, puis de prendre des nouvelles décisions pour te projeter avec ton entreprise. Donc, en quoi la résilience te sert encore aujourd'hui ou les piliers sur lesquels tu as bâti cette résilience-là, de quelle façon tu veux te propulser? En fait, la résilience, comme je mentionnais un peu tout à l'heure, c'est de toujours être en mode très créatif. Hein? Je suis dans la création, dans l'innovation. Et souvent, quand on veut innover, on se bute à des barrières ou à des gens qui peut-être ne croient peut-être pas que c'est possible. Et moi, j'ai ce côté-là qui est résilient, qui me permet de persévérer puis d'arriver à mes fins. En fait, j'ai toujours dit que quand je veux vraiment quelque chose, j'y arrive toujours, mais ça, c'est la persévérance qui m'amène là. Et je pense que dans ce que je veux accomplir,
qui est un peu un changement au niveau peut-être même de la communauté du recrutement. Donc, au-delà de ma pratique à moi, ma boîte, mon entreprise, c'est d'aller avoir un impact qui rayonne beaucoup plus sur le recrutement en général. Donc, déborder le Québec, que ça devienne un volet un peu plus international. Donc, cette résilience-là me permet d'avoir des opportunités incroyables, en fait, là. J'aime défier un petit peu je dirais les statistiques qui pourraient contrer mon esprit d'entrepreneuriat. Je me dis, tout est possible, mais c'est la façon de le faire. Oui. Mais je trouve que ce que Lucie nous a partagé, c'est vraiment des choses qui sont très utiles de par son vécu et puis ton parcours. Puis avec ce que tu nous as partagé, puis si tu avais à conclure sur un conseil ou deux que tu aimerais transmettre aux gens qui se préparent pour des entrevues, puis que c'est absolument essentiel pour eux de faire cette démonstration-là en lien avec l'intelligence émotionnelle, ce serait quoi tes conseils? Donc, il y en a plusieurs, mais en résumé, évidemment, il faut bien se préparer pour les entrevues, mais au-delà de la préparation, il faut cibler les rôles qui nous conviennent. Je pense que ça, c'est la base. Souvent, ce que je vois même au départ, c'est que les candidats n'ont pas fait l'exercice de bien se connaître et de voir où sont leurs forces et où sont leurs faiblesses et ciblent des rôles qui ne sont pas des rôles qui vont maximiser leur potentiel. Basé sur toutes sortes de raisons qui peuvent être la pression sociale. On est un contrôleur, donc on doit être un CFO et non pas peut-être être un peu plus dans le volet analytique. C'est un exemple là, que je donne, mais j'en vois souvent. Donc, le meilleur conseil, c'est de bien prendre le temps de se connaître et de faire l'exercice de voir où est-ce qu'on se sent dans notre zone de talent et où est-ce qu'on se sent moins apte. Alors, soit qu'on s'entoure des bonnes ressources et qu'on continue dans un rôle comme celui-là, ou soit qu'on modifie un peu notre parcours. Au niveau des entrevues, une fois qu'on a statué sur le rôle et l'entreprise, le type d'entreprise, la culture qui nous rejoint, c'est vraiment de pouvoir faire ressortir, encore une fois, de notre CV l'expérience qui est pertinente, les réalisations concrètement et naturellement en lien avec l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est ces aptitudes-là, ultimement, qui vont faire la différence entre le choix d'un candidat, clairement. Bien, merci Lucie de faire la différence dans le domaine du recrutement, puis de permettre justement à des candidats de bien se préparer aux entrevues, puis de pouvoir faire un cheminement de carrière qui est enrichissant pour eux et aussi pour les employeurs de trouver la perle rare qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, merci beaucoup de ton partage qui est généreux et puis au plaisir de pouvoir t'accueillir à nouveau dans une future émission. Merci Nadine, merci beaucoup et au plaisir. Ça va me faire plaisir de revenir vous voir. Merci. Alors, si vous êtes curieux davantage, je vous invite à découvrir la formation en ligne que j'ai préparée spécialement pour vous et qui se nomme « Qui a piqué vos émotions ». Alors, cette formation-là ira enrichir votre boîte à outils sur l'intelligence émotionnelle et puis je vous invite à cliquer sur le lien pour en découvrir davantage. Alors, bien heureuse que cette entrevue ait pu vous plaire et souhaitant qu'elle ait pu vous inspirer également. Merci.